Notre invité est Komlan Messi, il est le secrétaire général régional de FOSCAO. Avec lui, nous allons parler de la vision et de la mission du Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Komlan Messi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre première question, qu'est-ce que le FOSCAO? Le FOSCAO, c'est le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'organisation fêtière institutionnalisée de toutes les organisations de société civile en Afrique de l'Ouest. Ça couvre les 15 pays de la CEDEAO, donc avec des représentations dans tous les pays de la CEDEAO. Ça a été créé avec le support et puis l'approbation de la CEDEAO en 2003. Alors, que fait le FOSCAO et quelles sont les réalisations que vous avez jusqu'alors? Le FOSCAO, étant une fêtière de toutes les organisations de société civile, s'occupe déjà de structurer la société civile dans son ensemble et aussi de faire des plaidoyers. Donc, on fait des plaidoyers sur plusieurs sujets qui touchent la société, qui touchent les citoyens. On parle de tous les enjeux de la région, comme la santé, la monnaie unique de la CEDEAO, par exemple, les droits des enfants, etc. Donc, étant une fêtière, il y a différents groupes thématiques au niveau du FOSCAO que les organisations appartiennent à certains groupes thématiques. Par exemple, toutes les organisations qui interviennent dans le domaine de la santé sont au niveau du groupe thématique santé. Au niveau des ressources naturelles, la même chose. Donc, ça permet au FOSCAO d'avoir une meilleure structure pour avoir un meilleur engagement avec la CEDEAO et les différents États de la CEDEAO également. Allez, vous avez parlé sans cesse de la société civile. Quelle définition, justement, vous donnez à la société civile? La société civile, c'est l'ensemble des associations, des ONG qui travaillent dans plusieurs domaines et qui font aussi compléter l'action des gouvernements dans les différents pays. Ce sont des contributeurs au développement économique de nos sociétés et s'il y a une différence à faire, la société civile, ce n'est pas un parti politique. Donc, c'est important de distinguer la société civile de partis politiques ou bien de l'opposition. Et c'est très important parce que dans certains pays, on a vu certaines discrétions et c'est important de clarifier cela, que la société civile, c'est des associations, des organisations qui sont là pour contribuer au développement économique de nos pays. Alors, qu'est-ce que FOSCAO fait pour atteindre l'objectif de la CEDEAO des peuples? Vous savez, la CEDEAO, dans sa vision 2020, qui est 2020, c'est terminé, ils ont dit que la CEDEAO veut transiter vers de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Et cette CEDEAO des peuples doit obligatoirement inclure les citoyens dans les prises de décision, dans toute la chaîne de prise de décision et aussi de suivi et évaluation. Donc, c'est ça que le FOSCAO fait. Le FOSCAO, à travers les différentes associations ou les différentes organisations de la société civile de la région, permet cette réalisation de la CEDEAO des peuples qui n'est pas encore réalisée parce que pour cela, il faut que la machine de la CEDEAO soit un peu plus ouverte aux organisations de la société civile. Ça l'est d'une certaine façon, mais il faut avancer, avoir plus de progrès dans ce sens, parce que, par exemple, au niveau de la formulation de certaines politiques de la CEDEAO, la société civile est invitée pour pouvoir participer à la formulation des politiques, mais il y a besoin d'améliorer cela pour que ça aille encore plus loin et que les enjeux qui se passent dans la région, que les organisations de la société civile participent à la solution dans ces enjeux-là. Vous avez justement parlé d'enjeux. On va voir les enjeux sous différents prismes. D'abord, au niveau de la monnaie unique de la CEDEAO. La monnaie unique de la CEDEAO, c'est quelque chose qui a été voté depuis plus de 30 ans. Et nous, au niveau de la société civile, on pense que ça traîne trop. Et c'est important d'accélérer la cadence. Je pense que à la suite de la dernière réunion des chefs d'État, il a été décidé que ça se réaliserait autour de 2027. Donc nous, on souhaite vivement être partie prenante, intégrante de toutes les démarches qui vont faire que 2027, que ça soit effectif. Et nous allons travailler avec toutes les autres parties prenantes pour que les solutions soient effectives et qu'on n'attende pas
la veille de 2027 pour commencer à se réveiller. Donc la société civile, c'est aussi le chien de garde de l'action de la CEDEAO, de l'action des États, et ça doit être compris ainsi. Et donc nous sommes là aussi pour faire la sensibilisation au niveau de la monnaie unique et puis toutes les autres choses. Ce sujet de la monnaie unique est un thème aussi vaste et surtout que la sous-région, au niveau des peuples, prend surtout avec acuité. Quelles sont concrètement vos propositions? Nos propositions, c'est la monnaie unique de la CEDEAO. Ce n'est pas d'autre chose qu'il y a eu des diversions, des distractions qui ont été faites en 2019, en décembre 2019, où on a proposé une certaine monnaie éco qui n'est pas la vraie monnaie de la CEDEAO. Ça, il faut se le dire. La monnaie de la CEDEAO, c'est une monnaie qui n'a pas de taux de change fixe, par exemple. Donc, il faut un plan pour pouvoir aller progressivement d'ici 2027 pour faire en sorte que d'abord les citoyens comprennent réellement, sans confusion, ce que c'est que cette monnaie unique. Et le FOSCAO est là pour pouvoir travailler à faire ces sensibilisations-là. Expliquer les enjeux en termes économiques. Il faut déjà que nos économies soient un peu plus fortes, qu'il y ait beaucoup plus de manufacturing, qu'il y ait beaucoup plus de fabrication de produits dans nos pays. Donc les gouvernements doivent investir massivement pour doter nos États de capacités de production, pour augmenter la productivité. Et comme ça, les États vont être beaucoup plus compétitifs sur le plan international. Et c'est ça qui va aussi garantir la monnaie d'une certaine façon. Il y a un autre enjeu, ou disons une difficulté pour la CEDEAO des peuples. Aujourd'hui, c'est la cherté de la vie. FOSCAO propose quoi? Déjà, la vie devient de plus en plus chère, certainement parce qu'on importe trop de choses. Donc, les choses qui sont importées, forcément, ça coûte plus cher. Et donc, ce que l'on demande aux différentes autorités, au niveau de la CEDEAO et des États aussi, de s'assurer que le citoyen ne soit pas si impacté que ça. Parce qu'on a vu dans plusieurs pays l'augmentation de prix du maïs, des denrées de base ou bien des denrées de première nécessité, le pétrole et tout ça là. Donc, nous pensons qu'il faut vraiment faire attention de ne pas trop mettre les citoyens sous pression parce que nous avons besoin de l'énergie des citoyens pour pouvoir construire nos pays. Et les citoyens sont déjà assez abattus comme ça. Et nous demandons à ce que des mesures d'accompagnement soient prises pour que les choses qui sont déjà augmentées, qu'il y ait des subventions par rapport à ça et que les citoyens respirent un tout petit peu plus. Vous arrivez à mener des démarches au niveau de la base, par base, je vais parler de la population même. Oui, la société civile est directement connectée avec les citoyens. Au niveau de ces cas précis, de la cherté de la vie. Oui, absolument, parce qu'on discute beaucoup. On a des retours au niveau des différentes ONG, des différentes associations qui sont dans ce domaine et puis qui nous remontent le fait que les citoyens sont fâchés. Ils ne sont pas contents parce que quand tu te retrouves du jour au lendemain et le prix du maïs ou du blé ou quoi que ce soit double, ça ne veut pas dire que le salaire aussi a doublé à la même période. Alors donc, c'est important de tenir compte de cela pour qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour que la population respire par rapport à ces éléments-là. Vous avez également des propositions, des positions, j'allais dire, par rapport à l'industrie minière. Ah oui, absolument. L'industrie minière elle est importante pour nos pays. L'Afrique, le continent africain, en particulier l'Afrique de l'Ouest, est extrêmement béni par la nature. Et les citoyens, jusqu'à présent, ne bénéficient pas de façon concrète des retombées de ces ressources naturelles-là. Donc, on a besoin de plus de mobilisation de ressources au niveau domestique. Donc, les compagnies minières doivent faire leur part. Respecter les codes miniers des différents pays. Et aujourd'hui, il y a un code minier harmonisé de la CEDEAO qui permet d'avoir une meilleure redevabilité de ces compagnies minières qui sont des compagnies importantes. Mais elles doivent être des citoyens corporatifs qui respectent les lois des pays, les lois de la CEDEAO et aussi investissent massivement au niveau de l'entrepreneuriat local. Il faut que ces compagnies aussi sous-traitent leurs produits ou bien leurs activités aux compagnies locales. Il y a plein de compagnies d'ingénierie, plein de plusieurs PME qui sont là et qui ont besoin de clients. Et ces compagnies minières doivent aussi participer au développement de nos pays en faisant de la sous-traitance localement. Vous avez fait des propositions à des gouvernements, si oui, lesquelles?
Ben, c'est clair que j'ai parlé d'un code minier harmonisé récemment et qui a été adopté en 2019 et qui est récemment publié dans la Gazette officielle de la CEDEAO. Ce code minier a été fait autour de la société civile, avec la société civile, avec le département de l'énergie et des mines de la CEDEAO. Et le FOSCAO a été un pionnier pour mobiliser toute la société civile dans son ensemble, dans la région, pour participer à la rédaction et à la formulation de ce code minier. Donc, nos propositions sont déjà là-dedans. Au niveau des redevances, des niveaux de redevances, au niveau de la participation des collectivités de base où les ressources minières sont exploitées, il faut que les compagnies minières aussi laissent intacts les sites miniers. Donc, il y a tout ça là qui sont déjà dans le code et ça appartient aussi aux citoyens de prendre connaissance de ce code et en prenant connaissance de ça, ils vont mieux être au courant de leurs droits pour pouvoir discuter, dialoguer avec les compagnies minières et amener une certaine paix dans nos communautés. La protection des enfants tient également à cœur à toute la population. Vous avez également des positions à ce niveau. Ah oui, absolument. Vous savez, l'enfant, les enfants sont très fragiles et vulnérables. Et nous avons vu que on parlait de cherté de la vie aujourd'hui. Les enfants sont les premiers à être impactés par rapport à ça. Quand on n'a plus de nourriture à donner à ses enfants, ben, les enfants peuvent souffrir. Donc, il y a une politique de la CEDEAO de l'enfance. Et cette politique doit être appliquée dans tous nos pays. Et cela veut dire que nos États doivent mettre à jour les législations pour que les législations au niveau des pays s'accordent avec cette politique de la CEDEAO sur l'enfance. Et dans cela, par exemple, l'enfant a droit à la protection, à la participation, au développement, donc à plein de choses. Et cela va faire que le développement de l'enfant soit pris en compte dans nos politiques, par exemple au niveau des investissements, au niveau de l'éducation, au niveau de l'enfant en soi, pour que l'enfant puisse vivre son enfance. Et que l'enfant, évidemment, c'est le futur de nos pays. Et il faut qu'on prenne soin des enfants comme il faut. On a vu des images au niveau de la Côte d'Ivoire où le gouvernement est allé chercher les enfants dans les champs de café et de cacao. Oui. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de tous les États, les efforts sont faits? C'est oui et non. Certainement qu'il y a des efforts qui sont faits, mais les efforts doivent être doublés, triplés, quadruplés. La protection des enfants, il n'y a pas de prix pour ça. Il faut que les États travaillent très très fort et la société civile doit être mise à contribution parce que les ONG sont partout dans les pays. Et le gouvernement n'a pas ses yeux partout, mais les ONG, les associations ont leurs yeux partout. Et donc il faut mettre la société civile à contribution pour la mise en œuvre de cette politique de l'enfance, de la CEDEAO, et ça a été récemment adopté, comme je l'ai dit, et pour faire en sorte qu'il y ait un suivi et évaluation aussi de cette implantation-là dans nos pays. Et la société civile est prête pour cela. Dans cette protection des enfants, on ne peut pas seulement travailler avec les gouvernants. On doit aussi forcément, M. Cormolan, merci, travailler avec la famille ou bien les familles. Est-ce que vous arrivez à le faire? Bien sûr, les familles sont partie prenante de l'éducation d'un enfant ou bien des enfants. On dit qu'un enfant qui grandit, c'est pas seulement les parents qui élèvent l'enfant, mais c'est tout un village qui s'en occupe. Donc, le fait de parler de la protection des enfants, on parle aussi de cas d'excision dans différents pays. Donc, cette pratique doit cesser. Et donc, il appartient au gouvernement de mettre en pratique les interdictions qui sont déjà faites dans les différentes lois. On parle du mariage précoce des enfants. Ça aussi, ça doit être arrêté. Un enfant est un enfant. Un enfant ne doit pas être marié. Alors donc, l'application de ces lois qui existent déjà, nos États les ont votées. Quand une loi est votée, ben, il faut l'appliquer. Des propositions ou bien des propositions justement au niveau de l'entrepreneuriat également. On va essayer de définir cela d'abord. L'entrepreneuriat. OK, l'entrepreneuriat, écoutez, c'est une entreprise, c'est une organisation qui produit des biens ou des services et puis les revend. Donc, il y a des entreprises à but lucratif ou des entreprises à but non lucratif. Si on parle des entreprises à but lucratif, cela veut dire que c'est une entreprise, par exemple, qui produit du jus. OK, l'entreprise va acheter, par exemple, du gingembre
fabriquer, mélanger cela avec des ingrédients et faire du jus de gingembre, par exemple, et vendre cela. Et l'État a l'obligation, ou bien la responsabilité, je dirais, de mettre les conditions de stimulation de l'entrepreneuriat. Cela veut dire l'accès au financement, donc les banques aussi s'adaptent à la réalité entrepreneuriale. Ce n'est pas normal que des taux d'intérêt d'emprunt bancaire soient des taux exorbitants. Les banques doivent, comme on dit, les banques doivent s'adapter, doivent prendre des risques avec les entrepreneurs pour que nos pays ne soient plus dépendants de l'extérieur pour importer de simples choses comme du jus ou bien des pâtes dentifrice ou bien des choses de base. Ce n'est pas normal que l'Afrique continue d'importer plein de choses. On a toutes les ressources dans nos pays et on doit stimuler l'industrie manufacturière pour pouvoir produire des choses qu'on consomme. Donc, on doit produire ce qu'on consomme et on doit consommer ce qu'on produit aussi. Et donc, j'ai parlé de l'accès au financement, l'accompagnement des entrepreneurs, avoir des quotas aussi pour que des marchés publics soient accordés aux entreprises locales. Quand je dis des entreprises locales, je parle des entreprises de l'espace CEDEAO, par exemple. Donc, il y a des entreprises, des firmes d'ingénierie qui peuvent faire des travaux extraordinaires ici. Et là, on voit que nos États n'arrivent pas à faire confiance aux entreprises qui sont ici. Et il est temps que cela change. Et parce que les entreprises, c'est elles qui créent les jobs. C'est elles qui créent et pour lutter contre la non-employabilité des jeunes. Ça passe par l'entrepreneuriat, rien d'autre. Vous avez une certaine facilité dans les propositions. On imagine que vous aurez des écueils partout, au niveau des gouvernants. Oui. Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Ben, vous savez, déjà, il faut comprendre ce qu'est la société civile. Ce sont des citoyens de tous les niveaux. Ce sont des docteurs, des médecins, des ingénieurs. Ce ne sont pas des citoyens de deuxième zone. Ouais. Ça, il faut le comprendre. Et donc, quand la société civile vient proposer des choses, il faut savoir que ce sont des gens intelligents qui ont réfléchi, qui ont travaillé, qui ont des expertises techniques dans tous les domaines. Ouais. Et donc ça, il faut que ça soit respecté et valorisé. Et un État qui ne regarde pas sa société civile, c'est comme une perte de compétences. Donc, c'est important que les propositions de la société civile soient prises en compte et soient prises au sérieux. Parce que ce sont des entrepreneurs sociaux, ce sont des gens qui ont à cœur le développement de leur pays, tout comme les États, évidemment. Cela va de soi. Monsieur Komlan, merci. Oui. On a vu quand même le rôle joué par la société civile dans certains pays, dans la chute de certains régimes, le Burkina Faso avec le Balin citoyen, le Sénégal avec Yanama, et puis Philippines, par exemple, en RDC. Est-ce qu'on n'a pas peur de vous, surtout dans vos propositions? Bon, écoutez, vous savez, les exemples que vous avez cités, ce sont des citoyens qui se sont levés et puis qui ont dénoncé une certaine situation qui ne leur plaisait plus. Ouais. Et ça a fait l'unanimité dans le pays et donc ça s'est passé ce qui s'est passé. Donc quand on propose des choses, c'est des choses logiques. C'est des choses, quand on dit qu'il faut stimuler l'entrepreneuriat, écoutez, on n'a pas besoin d'être PhD pour comprendre que l'entrepreneuriat, c'est important dans nos pays. Alors donc, ce sont des propositions pas contre quelqu'un, mais pour contribuer à un développement économique. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et ce n'est pas parce que ça vient de la société civile qu'il faut mettre ça de côté, non. Il faut avoir cette ouverture d'esprit, de pouvoir savoir que les citoyens, la société civile, c'est des citoyens comme vous et moi. Et donc, c'est des gens qui ont choisi de lutter contre l'injustice sociale, de lutter pour qu'il y ait une inclusivité, que la richesse soit développée, créée, mais elle doit être distribuée équitablement dans nos sociétés. Donc, les choses dont vous avez parlé, la société civile est là pour faire des contributions vraiment positives. Quand il y a des choses, quand vous voyez une injustice et vous ne vous prononcez pas contre l'injustice, ça veut dire que vous êtes partenaire de cette injustice-là. Donc, c'est ça. Ouais, au niveau de FOSCAO, que pensez-vous faire si vos propositions ne sont pas prises en compte? Mais on est très patient, hein, vous savez. La société civile, par définition, est patiente et
les pressions ou bien les plaidoyers que l'on fait, c'est fait. Vous savez, il y a un changement de paradigme. Avec la Covid qui est là, les façons de travailler sont totalement différentes. Donc, on a des méthodes de plaidoyer qui ont fait leurs preuves et qui vont continuer de faire leurs preuves. Ce n'est pas seulement en criant qu'on aura des résultats, mais c'est en dialoguant. Donc, en travaillant de concert avec toutes les parties prenantes. Quand je dis les parties prenantes, vous savez, il y a le Parlement, il y a l'exécutif, il y a la justice, il y a toutes les couches de la société qui doivent faire partie de la solution. Donc, c'est comme ça nous pensons, et c'est une vision de résultat, une vision inclusive et une vision de travail pacifique. C'est ça que nous amenons. Ouais. Au niveau de vos propositions, on voit que vous êtes porteur de l'espoir de cette population au niveau de la zone CEDEAO. Vous avez sans doute des choses à encore dire à cette population. Oui, absolument. C'est important que la population s'implique dans son environnement. On ne peut pas être là, assis devant la télé 24 heures sur 24 et penser que le monde va changer. Non. La société, on doit développer et créer le futur que nous voulons. Donc, la société doit se prendre en main et faire des choses pour faire arriver des résultats. Quand on parle d'entrepreneuriat, c'est que on parle de chômage. Les gens qui sont au chômage doivent être, comment on dit ça, plus sensibilisés à l'opportunité de l'entrepreneuriat. Ça peut être fait aussi à 0 francs au début, mais il faut être humble au début, créer les choses étape par étape pour faire en sorte que les résultats puissent arriver. Donc, il faut de la persévérance. Il y a des aptitudes qu'il faut développer quand on est entrepreneur. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Vous voyez des entrepreneurs comme Dangote et tout ça là. Ce sont des gens qui ont travaillé pendant 30 ans ou 40 ans pour avoir des résultats que nous avons aujourd'hui. Donc, on ne va pas en entrepreneur pour devenir riche. On va en entrepreneuriat pour régler des solutions. Et en amenant des solutions, la richesse va suivre parce que les produits et les services que l'on propose vont plaire à des clients et les clients vont acheter naturellement. C'est cela. Nous sommes au terme de notre entretien, Monsieur Komlan. Mais si un dernier mot ou un côté qu'on n'a pas eu à aborder. L'implication dans notre environnement, c'est très important. Donc, j'invite la société dans son ensemble, les citoyens, à pouvoir être sensibles à ce qui les entoure. Quand je dis s'impliquer autour de nous, l'environnement, les changements climatiques, notre consommation, l'entrepreneuriat et tout cela, cela ne dépend que de nous. Et il ne faut pas attendre que le gouvernement nous mette tout dans une assiette d'or, mais c'est à nous de nous lever pour faire les transformations sociales au niveau économique et faire des propositions concrètes. Et c'est ça qui va amener le changement au niveau économique pour qu'il y ait une richesse qui soit créée dans nos sociétés et que la richesse soit distribuée de façon équitable. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Komlan Messi, vous êtes secrétaire général régional de Fosse Kao. On va marquer une petite pause, le journal, et on revient pour Regard Croisé.